Une avancée dérisoire. Le député Gabriel Serville regrette le peu d'intérêt porté à la Guyane dans le nouveau code minier. Les retombées sur l'or saisi dans le cadre de l'orpaillage illégal sont insignifiantes. Elles devraient revenir au territoire pour renforcer la lutte. Vous l'entendrez dans ce journal. Plus besoin de conduire 20 heures. Un minimum de 13 heures suffit dorénavant pour passer le permis sur boîte automatique. Une mesure issue de la nouvelle réforme du permis entrée en vigueur au 1er janvier. 2 auto-écoles guyanaises proposent la formation. Et puis en ce jeudi de Chandeleur, nous verrons le travail d'un Martiniquais installé à Paris, des galettes traditionnelles bretonnes revisitées à l'antillaise, un concept nouveau lancé dans la capitale il y a quelques jours. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de développer ces titres, nous l'avons appris aujourd'hui, au moins 2 membres de l'équipe élus à la tête de la Chambre des métiers ont donné leur démission sur une divergence de point de vue suite à des échanges houleux avec le président notamment sur la ligne de travail. On rappelle que l'élection d'octobre dernier a été invalidée après le recours de l'équipe adverse par le tribunal administratif. Nous reviendrons bien sûr sur cette information. Pas d'éclaircie pour la clinique Véronique. Hier, personnel et direction ont fait le point sur la situation de l'établissement. Après la suspension de la maternité par l'ARS le mois dernier, le chômage partiel de 21 employés concernés a pris fin au 31 janvier. Leurs salaires sont assurés, mais ils ne peuvent pas travailler. La direction de l'établissement attend une rencontre avec la DIECT pour reconduire le chômage partiel. Le problème de fond restant la nécessité d'une présence d'un pédiatre à temps plein dans le service. On écoute une des employées interrogées par Stéphanie Puglisi. Alors jusqu'à maintenant, nous étions en chômage partiel jusqu'au 31 janvier et depuis le 1er février, donc hier matin, on ne savait pas très bien dans quelle situation nous étions. Et nous avons été reçus par la direction qui nous a un petit peu éclairés. Et ce matin, donc à la date du 2, les choses ont bien évolué. Donc la direction prend en compte, nous ne sommes plus au chômage partiel officiellement, parce qu'ils n'ont toujours pas de réponse de la part de la DIECT. Et la direction prend en compte nos salaires à temps plein sur la base des 35 heures. Sans obligation, depuis quelques heures on le sait, de venir travailler. Alors pour recommencer à travailler, il faudrait impérativement que la direction de CAPA embauche un pédiatre à temps plein et un pédiatre réanimateur. Mais on sait bien que sur le marché, il est difficile de trouver un pédiatre et jusqu'à maintenant, on n'en a pas trouvé. Est-ce qu'eux, ils ont vraiment fait la démarche pour en trouver un? On ne sait pas. Mais en tout cas, il n'y a pas jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Concernant l'appel aux dons lancé pour sauver la clinique Véronique, sachez que la direction a porté plainte pour escroquerie. Dans l'actualité également, le projet de loi sur le code minier était adopté la semaine dernière en première lecture par l'Assemblée nationale. Un texte rafraîchi, modernisé pour la filière, mais toujours insuffisant face aux besoins de la Guyane. Premier territoire minier de France, les parlementaires le martèlent. Le député Gabriel Serville a rappelé en conférence de presse ce matin les retombées dérisoires pour le territoire, économiquement d'une part, et surtout pour la lutte contre l'orpaillage illégal. On l'écoute. En décembre 2012, 160 kilos d'or ont été saisis sur les sites d'orpaillage illégal guyanais. Le député Gabriel Serville avait alors proposé au gouvernement qu'au moins 50% des 5,6 millions d'euros issus de la vente de cet or bénéficient à la Guyane. Proposition rejetée. Deuxième tentative en janvier 2016. Le député profite alors de la réforme du code minier pour réintroduire sa demande. Encore une fois, elle est jugée irrecevable. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que l'État lance un signe fort à la population de Guyane en disant qu'effectivement, il a compris la problématique et que s'il n'a pas des finances extensibles à souhait pour répondre à toutes les demandes exprimées par les élus et par la population, que au moins les recettes issues de cet or saisi sur le territoire de la Guyane puissent profiter prioritairement à la Guyane et aux intérêts de la Guyane. On avait demandé à l'État de mettre en place un vaste plan pour la résorption des déchets sauvages qui pullulent sur le territoire de la Guyane. On en a dénombré entre 150 et 200. Et on avait demandé que l'argent issu de leur saisie sur les sites illégaux puisse également servir à payer les frais qu'aurait engendré la mise en place de ce plan de lutte contre les dépôts sauvages. Il se trouve qu'on a reçu une fête de non-recevoir. Moi, je vous ai dit que dès le départ, on avait aussi évoqué la possibilité que ces recettes puissent accompagner financièrement les communes isolées. Gabriel Serville estime entre 250 et 400 millions d'euros l'or perdu par la Guyane en raison de l'orpaillage illégal.
Une pétition devrait être mise en ligne aujourd'hui sur le site change.org par l'équipe du député. J'attends que la population s'empare de cette pétition, j'attends qu'elle la signe, d'où l'intérêt pour nous d'aller sur le terrain pour rencontrer la population, pour l'informer, pour la sensibiliser, pour qu'à un moment donné, on puisse établir un vrai rapport de force avec le gouvernement pour faire en sorte que la parole des élus soit mieux entendue, parce que le gouvernement saura que à côté et derrière les élus, il y a une population qui est prête à se mobiliser pour que ces aspirations trouvent des réponses qui soient plus intéressantes que celles qu'on a reçues jusqu'à aujourd'hui. À moins d'un semestre de la fin de son mandat, Gabriel Serville affirme ne pas être en campagne pour les législatives, du moins pas pour le moment. Je ferai une conférence de presse dans les jours qui viennent pour dire à la population si je suis candidat ou si je ne suis pas candidat. Mais pour l'instant, je suis toujours député de la Guyane et c'est à ce titre-là que j'ai organisé la conférence de presse pour informer la population. Ces images circulent déjà sur les réseaux sociaux, celles de l'intervention des pompiers et policiers à l'angle de la rue du 14 juillet et de l'avenue du Général de Gaulle à Cayenne hier soir. Un homme bloqué sur le toit d'un immeuble. Il s'agissait en fait d'un voleur surpris quelques instants plus tôt dans un logement et pris en chasse par le propriétaire et le voisinage. Il s'est donc réfugié sur le toit. Il a été secouru puis placé en garde à vue. Jusqu'ici, le prix d'un permis sur boîte automatique avoisinait celui d'un permis sur boîte manuelle, mais une récente réforme rend la formation plus courte et donc moins coûteuse. Depuis le 1er janvier, il n'est plus nécessaire d'avoir effectué un minimum de 20 heures de leçons, mais 13 heures, de quoi séduire de nouveaux élèves de plus en plus nombreux à opter pour l'automatique. À Cayenne, 2 auto-écoles proposent cette formation. Reportage Jonathan Lariot. On y va, on attaque. Il est 10h et pour Élise Angela, c'est l'heure de son cours de conduite. Une leçon comme une autre, à un détail près. Ici, la voiture de l'auto-école est équipée d'une boîte de vitesse automatique. Les passages de vitesse se font automatiquement. Une boîte manuelle dans une intersection comme celle-ci, où la visibilité est réduite, il aurait fallu mettre une première. Et là, avec l'automatique, l'avantage, c'est juste un petit freinage, et puis on dose, on rajoute, on enlève, voilà. Quoi. On observe. On fait une petite cuisine, quoi. Plus de passage de vitesse pour Élise Angela. La voiture gère le tout d'elle-même. Une manière moins stressante d'apprendre à conduire. Sur les boîtes manuelles, j'étais pas assurée, tu sais, j'ai calé beaucoup et ça, du moment que j'ai essayé l'automatique, j'ai dit c'est fait pour moi. On n'est pas toujours obligé de s'occuper, tu sais, de changer la vitesse, tout ça, que c'est vraiment une chose de plus. Que ça, dans mon cas, la concentration, que je suis un peu, ça m'aide beaucoup de ne pas me concentrer en boîte. En Guyane, seules 2 auto-écoles préparent au permis aux boîtes automatiques. Ici, les élèves demandant à passer ce type de permis est en augmentation. Une des raisons, la diminution du nombre d'heures de conduite obligatoire qui passe de 20 heures à 13 heures. 13 heures, c'est le minimum pour passer un permis de conduire en boîte automatique, mais il n'empêche que ce minimum n'est valable que pour une personne qui a déjà des aptitudes. C'est-à-dire 13 heures pour acquérir tout ce qu'il faut pour être un bon conducteur. Pour certaines personnes, 13 heures, mais c'est vraiment rien. C'est-à-dire qu'on est presque à 1 heure de conduite, quoi, en 13 heures pour certains usagers. Ça, la boîte manuelle, pour moi, c'est la préhistoire de la voiture. Donc, le véhicule, maintenant, il se gare tout seul. Donc, pourquoi vouloir s'acharner à passer des vitesses ? Bon, voilà, donc moi je pense que oui, ce serait bien que l'on soit tous en automatique. En France, depuis 2012, les ventes de voitures équipées d'une boîte automatique ont triplé. Mais si aujourd'hui une voiture sur 6 en possède une, le permis en boîte automatique est encore loin de s'imposer. Nous vous en parlions hier, le droit de retrait a bien été suivi par 90% des enseignants et du personnel administratif du collège Paul-Jean-Louis de Saint-Laurent. Après l'incendie criminel de la nuit de lundi à mardi, les professeurs qui indiquent ne plus accepter de travailler dans un contexte de danger permanent, cambriolage, incendie et agression, ils se sont mobilisés. Ils attendent des mesures sérieuses de sécurité des autorités avant d'envisager une reprise des cours. Réaction recueillie devant l'antenne du rectorat ce matin par Elsa Gonzalez. Et juste ce matin, je dépose l'une de ma filles à l'école juste à côté. Et puis quand je regardais, il y a plein d'autres enfants qui traînent dans la rue. Je suis revenu ici pour regarder pour notre fille là. Aujourd'hui, je suis présent à l'annexe du rectorat parce que c'est un jour travaillé. Pour moi, normalement, je devrais être au travail. Or, j'ai un problème, je ne peux pas me rendre sur mon lieu de travail parce que j'ai peur. Enfin, il y a des intrusions dans le collège, il y a eu plusieurs agressions la semaine dernière, des incendies la nuit. Donc franchement, les conditions de sécurité ne sont pas du tout réunies pour travailler ni pour accueillir des enfants. C'est mon avis propre. Hein. Là, la démarche de droit de retrait, c'est personnel. Et donc moi, je reste pas chez moi, je viens me mettre à disposition de l'administration, mais pas dans des locaux qui présentent
de l'insécurité. C'est consécutif à des problèmes matériels qu'on a eu cette année, selon moi toujours. On a perdu l'entrée principale du collège, depuis on doit rentrer par derrière. Ça crée des problèmes, on va dire, géographiques autour du collège, vu que les enfants doivent faire le tour, c'est derrière, c'est pas à la vue de tout le monde. Et donc là, depuis la rentrée en fait, de janvier, il y a des intrusions de plus en plus fréquentes et il y a eu des échauffourées dues à ces intrusions. Et puis on peut parler un peu d'actes de raquettes limite aux abords de l'établissement, qui se sont bien finis heureusement parce que l'équipe est intervenue, les surveillants, le principal adjoint, ils ont fait leur travail, mais c'est pas normal quoi. Et la série noire continue pour les établissements de Saint-Laurent. Le collège Arsène Bouillet d'Angoma, route de Saint-Maurice, a été la cible de vandalisme hier et aujourd'hui. Des véhicules stationnés sur le parking devant le collège ont été rayés. Les pneus crevés et les antennes arrachées des élèves de l'établissement sont soupçonnés. Et puis notez cette information, nous en parlions hier également concernant l'école Joséphine Horte à Cayenne. Les pompiers ont bien retrouvé l'essaim d'abeilles à l'origine de la fermeture de l'établissement avec l'aide d'un apiculteur. Il se trouvait effectivement dans une résidence privée à proximité. Il a été neutralisé. Les enfants pourront donc regagner leur salle de classe comme prévu demain matin. Votre chiffre de la semaine ce soir, 82, c'est le nombre d'antennes 4G réparties entre les opérateurs SFR et Orange en Guyane. Elles sont concentrées sur le littoral. Il y en a 9 à Kourou, 11 à Saint-Laurent et 29 à Cayenne. SFR disposant du plus grand nombre d'antennes sur toute la Guyane. Notre invitée ce soir est la directrice de la DGSCS, direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Bonsoir Frédéric Racou. Bonsoir. Merci. Quand à partir de maintenant, c'est la politique de cohésion sociale, la politique sportive, la jeunesse et la politique de la ville. Un mois plus tard, quel dossier occupe particulièrement votre bureau ? Écoutez, plusieurs dossiers, je ne pourrais pas dire qu'il y en a un seul. Sur l'ensemble des domaines que vous avez cités, la DGSCS est un des organes de l'État qui permet de dresser un fil directeur entre les politiques de jeunesse, comme vous l'avez dit, la politique de la ville, mais surtout des travaux au niveau des quartiers sensibles. Donc nous sommes véritablement sur la question de l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs sociaux. Aujourd'hui, dans la politique de sport, par exemple, pour les équipements sportifs qui sont des éléments structurants de la politique sportive du territoire. Nous sommes en train de mobiliser une enveloppe importante qui est attribuée à tous les territoires, mais aussi à la Guyane particulièrement, qui est l'enveloppe du CNDS, le Centre national de développement du sport. Donc là, nous travaillons sur des projets, par exemple, qui ont été validés, entre autres, à Maripasoula, mais aussi d'autres zones, Makouria, et surtout Saint-Laurent, où on essaye de cibler des quartiers en grande difficulté, de façon à pouvoir justement développer cette cohésion sociale et réussir à régler un certain nombre de problématiques sociales internes à ces territoires et ces quartiers parfois un peu difficiles. Avant d'aller plus loin sur ce domaine, vous étiez quand même avant cela directrice de l'OPRF pour la formation et avant cela conseillère municipale à la mairie de Matoury. Ah oui, bon, ça c'est vraiment très loin. C'était très loin, c'était en tout cas bien avant. Est-ce que votre parcours vous permet aujourd'hui d'assumer la fonction qui est la vôtre ? Oui, c'est vrai, je dois vous le dire, effectivement. Toutes les fonctions que j'ai pu occuper, les missions qui m'avaient été confiées à l'époque par l'équipe municipale m'aident particulièrement dans la compréhension de certains dossiers. Je pense par exemple à la politique de la ville, je pense au développement économique lorsqu'on parle de problématiques au niveau des quartiers, ce qu'on peut apporter comme solution pour des jeunes, principalement des jeunes, mais aussi surtout des personnes qui sont en situation défavorisée. Donc la DGSCS travaille sur le volet cohésion sociale en faveur d'une politique de lutte contre la pauvreté, lutte contre l'exclusion. Nous travaillons aussi sur des problématiques de logement. J'ai eu la chance depuis d'assister au comité territorial de l'hébergement. Voilà, de vastes sujets qui permettent une cohésion et notamment d'impliquer la DGSCS en tant que service de l'État, fil conducteur réel pour pouvoir mailler toutes ces politiques en lien bien évidemment avec des acteurs. Nous ne sommes pas seuls. Justement, précisément sur ce point, les acteurs, il y a bien sûr par exemple la CTG, notamment sur les questions de sport. Alors, tout à fait.
Quel va être votre lien avec la CTG pendant ces 5 prochaines années? Particulièrement étroit, en tout cas je le souhaite. Nous avons besoin de la CTG sur la définition d'un schéma régional de développement du sport. La CTG également est particulièrement présente avec des outils structurants qu'elle a pu mettre en place. Je pense par exemple à l'IFAS. Et donc tous ces travaux doivent être menés en parfaite coordination avec les ligues, avec également le CrossGui, pour lequel nous allons, en tout cas je l'espère, essayer de mettre en place une synergie d'action pour favoriser le développement des ligues en vue pour que la Guyane produise de plus en plus de champions. Favoriser alors la création de champions et puis peut-être aussi favoriser, on va dire que les champions restent en Guyane. Est-ce que c'est un de vos projets? Est-ce que vous souhaitez faire en sorte que les champions, en tout cas les sportifs de haut niveau, puissent continuer à se former toujours en Guyane? Oui, ça c'est un objectif, mais vous savez que la Guyane ne dispose pas de CREPS. Le CREPS interrégional entre Guadeloupe, Guyane et Martinique est basé en Guadeloupe. Ça c'est un sujet sur lequel il va falloir travailler. En tout cas, l'IFAS est un outil structurant qui a été mis en place par la CTG, mais qui devrait nous permettre de proposer à nos jeunes sportifs, à nos jeunes élites, de travailler sur le territoire et de poursuivre en tout cas leur activité sportive d'élite de haut niveau. Alors il y a donc le sport, il y a la cohésion sociale, il y a la politique de la ville. C'est quand même un large panel à traiter en seulement 5 ans. C'est très ambitieux. Concrètement, comment est-ce que vous appréhendez ces 5 prochaines années? Très bien, très bien. J'ai une équipe structurée. Je suis accompagnée de chefs de pôle, de conseillers techniques qui sont de très grande qualité. Alors maintenant, ça fait un mois que je suis là. J'ai pu commencer à travailler avec eux. Nous avons de grands projets. Nous avons en tout cas beaucoup de travail à mener. Et je souhaite m'appuyer sur l'ensemble des acteurs et des partenaires. Parce que là, évidemment, un service d'État, comme vous vous en doutez, n'est pas seul acteur sur le territoire lorsqu'on parle de cohésion sociale et surtout de politique de la ville. Alors vous, en tout cas, avec votre passé, votre CV, Frédéric Racon, quelle est votre vision pour la DGSCS en Guyane? Est-ce qu'il y a des dossiers très précis que vous tenez particulièrement à défendre? Écoutez, oui, c'est en tout cas tenter de travailler sur la cohésion sociale et régler un certain nombre de problématiques dans les quartiers sensibles. Je pense particulièrement à Saint-Laurent. Voilà, le reportage que vous avez passé précédemment est un indicateur. Essayer d'aller un peu plus dans les communes éloignées. Nous avons travaillé sur précédemment la DGSS a eu l'occasion de travailler pour des territoires comme Maripasoula, Saint-Georges, etc. Poursuivre ce travail-là, essayer d'aller sur le terrain. Maintenant, on parle de territorialisation. Il faut véritablement qu'on puisse prouver que les services d'État travaillent également pour l'ensemble du territoire et pas uniquement l'île de Cayenne. Et concrètement, justement, ce travail de rejoindre les communes de l'intérieur, comment ça va se traduire? On va envoyer des agents, on va créer des structures sur place? Pas forcément créer des structures sur place, mais créer une mobilité des agents beaucoup plus accentuée afin de travailler avec l'ensemble des services. La coordination de l'ensemble des services sur le territoire est tout à fait nécessaire. Lorsque la DGSCS va se déplacer par exemple à Saint-Georges, l'intérêt ce sera de rencontrer des autres acteurs qui vont se déployer aussi sur ces terrains-là. Merci beaucoup Frédéric Racon d'avoir répondu à nos questions. C'était votre première invitation sur le plateau de la TV Guyane. Merci d'avoir été Ce ne sera pas la dernière si je comprends avec bien. nous. Merci beaucoup. Revenons à présent sur les conséquences des décrets signés récemment par Donald Trump sur les voyageurs souhaitant se rendre aux États-Unis. Nous vous en parlions cette semaine. Parmi les ressortissants interdits du sol américain se trouvent les Syriens. La question se pose alors, quel est l'impact pour les communautés présentes aux Antilles et en Guyane? Quelques éléments de réponse avec Alizé Lutran et Michelet François. Iraniens, Irakiens, Libyens, Somaliens, Soudanais, Yéménites et Syriens, des nationalités persona non grata sur le sol américain. Un décret qui touche aussi les Syriens de Martinique. Pour certains, c'est un affront. C'est un affront dans la mesure où ils ne peuvent plus accéder à ce pays-là. Des gens qui ont l'habitude, qui ont de la famille aussi, et déjà établis aux États-Unis et qui n'ont pas la possibilité d'aller voir leur famille et de pouvoir accéder, traverser cette frontière. Il faut attendre voir quelle sera la suite de cette décision radicale, bien évidemment, que je n'approuve pas. C'est sûr que je n'approuve pas, puisque ça n'arrangera certainement pas la situation économique de la planète.
comment vas-tu? Ça va et toi? Quelle nouvelle? Ça va? T'as une forme? Oui, ça va. Toutefois, cette fermeture des frontières ne semble pas inquiéter outre mesure la communauté syrienne de Martinique. Arrivée il y a plus d'un siècle dans la Caraïbe, leurs ancêtres n'avaient pas le statut de migrants. Nos parents sont entrés entre 1915 et 1946 en tant que sujet français. Donc nous ne sommes pas migrants. On ne s'est jamais considéré comme migrants parce qu'à cette époque, le Liban et la Syrie faisaient partie du protectorat français. Je parle de nous, hein, ceux qui sont de la Caraïbe et qui sont natifs de la Martinique ou bien des Antilles en général. Je ne crois pas que nous, on serait inquiétés à ce niveau-là. Bon, c'est peut-être plus ceux qui reviennent du Moyen-Orient ou bien de l'Extrême-Orient. Hein. De nombreux commerçants foyalés se fournissent régulièrement aux États-Unis. Joseph, lui, s'y rend 2 fois par an pour refaire ses stocks. Son dernier voyage date d'il y a 2 mois. Il n'a jusqu'ici jamais rencontré le moindre problème. Je n'ai jamais été coincé, donc je ne parle pas sur le principe négatif. Bon, maintenant, quand je vais arriver à Miami ou à Porto Rico, s'il y a quelque chose, là je vais le constater. Très récemment, c'est-à-dire il y a moins d'une semaine, j'ai un collègue qui est arrivé des États-Unis, il était à Los Angeles, sa marchandise doit arriver, je crois, demain. Une libre circulation qui ne s'applique pas à ceux qui possèdent une double nationalité. Les ressortissants des 7 pays de la liste noire de Donald Trump vont devoir théoriquement attendre encore 85 jours avant de pouvoir de nouveau se rendre sur le sol américain. Tout autre chose, après la victoire de 2015, la Guyane n'a plus présenté de clichés dans le concours de l'arbre de l'année, mais il est encore possible de se relancer car l'édition 2017 est ouverte. Depuis décembre 2016 jusqu'au 21 avril 2017, de nouveaux arbres sont attendus pour représenter chaque région de France. Pourquoi pas une nouvelle victoire pour la Guyane et sa richesse verte? L'Office national des forêts vous invite en tout cas à partager vos photos, précisions recueillies par Jonathan Lariot. Un concours de photos organisé par l'Office national des forêts et Terre sauvage, le magazine, et qui invite toutes les personnes, individuelles ou en groupe, à poster une photo d'un arbre qu'il apprécie ou qui a une particularité ou une anecdote en fait associée à cet arbre sur le site internet du concours de l'arbre de l'année. Et en y associant aussi un petit texte de présentation, soit de l'arbre, soit de l'anecdote associée à l'arbre, ou soit une particularité liée au milieu dans lequel se situe l'arbre. Toutes les photographies sont acceptées pour ce concours. Ensuite, un photographe de Terre sauvage se déplacera dans chaque région pour prendre en photo ces arbres-là. Une fois que les photos seront réalisées, ils seront diffusés dans le magazine et aussi sur le site de l'opération. Et le public sera ensuite invité à voter pour élire l'arbre de l'année 2017. Il y a 2 ans, il y avait eu un arbre sur la Guyane, c'était le fromager de Saül, et qui a été élu arbre de l'année 2015. L'année dernière, hélas, nous n'avons pas eu d'arbre en compétition pour la Guyane. Donc c'est pour ça qu'on invite réellement toutes les personnes à participer à ce concours sur la Guyane pour qu'il y ait un représentant guyanais au concours à l'opération l'arbre de l'année 2017. Je vous le disais en titre, après 2 enseignes de beaux kits déjà présentes à Paris et en région parisienne, un Martiniquais lance un nouveau concept dans la capitale, la galette traditionnelle bretonne avec des produits des îles, de quoi faire saliver les Parisiens mais aussi les Antillais. Éric Dupuis, Solène Boissé. Dans cette crêpe, du poulet boucané. J'étais sceptique, mais là, j'ai l'impression de me retrouver chez moi. Avec le soleil en moins, ça. Mais bon. Le soleil en moins, certes, mais de vrais aliments pays, igname, chic-taille de morue et fricassé de lambi, de quoi créoliser cette spécialité de Bretagne, pas assez relevée selon ce Foyalet d'origine, arrivé à Paris il y a 20 ans. Je trouvais que les crêpes d'ici étaient un peu fades, donc j'ai voulu faire ça pour moi d'abord et ensuite pour les clients. Et l'idée est bonne, mais la réalisation n'est pas aussi bon marché que sa cousine bretonne, car les frais d'import des produits sont assez conséquents. C'est le même lambi qu'on trouve aux Antilles aussi, qui vient de Jamaïque. La petite dose qu'on met dans chaque crêpe vaut environ 4 € pour la formation. Là. Donc c'est vraiment très cher en fait, ça coûte très cher. Après, comme on dit souvent, quand on aime, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Et c'est vrai, ces premiers clients n'ont pas compté. Ils attendaient d'ailleurs impatiemment ce concept nouveau à Paris. J'avais vu sur les réseaux que ça allait ouvrir et donc voilà, c'était un petit peu attendu de ma part. Hein. C'est sa 3e ouverture de restaurant à Paris, alors Patrick peut compter sur une clientèle antillaise
Mais évidemment, l'objectif, c'est d'élargir son marché. Notre but, c'est de faire découvrir notre cuisine en fait à toutes les communautés. J'espère que demain, il y aura plein de crêperies des îles. Un projet ambitieux lorsqu'on sait qu'à Paris, il se crée chaque jour 3 restaurants, mais que 6 disparaissent. Pour devenir rentable, la crêperie devra accueillir quotidiennement au moins 50 clients. On se quitte sur cette image pour le moins insolite, celle du radar de la 2x2 voies reliant les carrefours Maringouin et celui de la crique Fouillée à Cayenne. Il a été recouvert probablement par un automobiliste mécontent par un morceau de carton que vous pouvez retrouver encore ce soir au même endroit. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir. Une avancée dérisoire. Le député Gabriel Serville regrette le peu d'intérêt porté à la Guyane dans le nouveau code minier. Les retombées sur l'or saisi dans le cadre de l'orpaillage illégal sont insignifiantes. Elles devraient revenir au territoire pour renforcer la lutte. Plus besoin de conduire 20 heures. Un minimum de 13 heures suffit dorénavant pour passer le permis sur boîte automatique. Une mesure issue de la réforme du permis entrée en vigueur au 1er janvier. 2 auto-écoles guyanaises proposent la formation. Et puis en ce jeudi de Chanteleur, nous vous avons proposé le travail d'un Martiniquais installé à Paris, des galettes traditionnelles bretonnes revisitées à l'antillaise, un concept nouveau lancé dans la capitale il y a quelques jours. Dans quelques instants, le 20h de TF1, puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.